Alors que Carlos Marcelo savait que Lee Oswald avait les bonnes relations pour être un excellent bouc émissaire à Dallas, il y avait aussi quelqu'un, sur le territoire de Santo Traficante, qui ferait un bon bouc émissaire pour l'assassinat de Kennedy. Gilberto Policarpo Lopez, un jeune exilé cubain. Traficante avait son domicile à Tampa, mais il passait la plupart de son temps à Miami, où il avait beaucoup d'influence, et partageait un bureau avec les Teamsters. Au début de 1963, Lopez vivait au sud de Miami, dans les Florida Keys, mais à l'automne 1963, il s'était installé à Tampa. Traficante savait sûrement ce qui se passerait si un exilé cubain était présenté devant les caméras de télévision comme l'assassin supposé de Kennedy, ou avait été retrouvé mort, un suicide après avoir tué Kennedy. La pression pour envahir Cuba en représailles aurait été écrasante, et Traficante aurait su que les États-Unis étaient prêts et avaient des plans pour le faire, car tant de ses associés avaient pénétré dans le plan de coup d'État, voir ma vidéo sur l'opération Emerald. Considérez les parallèles suivants entre Oswald et Lopez, en particulier leurs activités en 1963, tous provenant de documents et de sources gouvernementales. Tous deux étaient des hommes blancs, âgés de 23 ans pendant la majeure partie de l'année 1963. Tous deux étaient rentrés en Amérique à l'été 1962, en provenance d'un pays communiste. Tous deux ont passé une partie de l'année 1963 dans une ville du Sud qui était le quartier général de l'un des deux parrains de la mafia qui, selon le comité spécial de la Chambre des représentants sur les assassinats, était très probablement à l'origine de l'assassinat de Kennedy. Au cours de l'année 1963, chacun a été frustré par l'absence d'un document gouvernemental qui pouvait entraver son emploi et ses perspectives d'avenir. Ce besoin d'obtenir une décision favorable sur son statut pouvait l'inciter à prendre des risques pour une agence américaine ou le rendre vulnérable à la manipulation par quelqu'un qui prétendrait pouvoir l'aider à résoudre son problème de documents. Selon diverses sources, tous deux auraient été des atouts ou des informateurs d'une agence américaine, et tous deux intéressaient les services de renseignement de la marine, qui conservaient des dossiers à leur sujet. Au milieu de l'année 1963, les deux hommes et leurs épouses ont déménagé dans une autre ville, et les deux hommes se sont alors impliqués dans le comité d'équité envers Cuba. Au cours de l'été 1963, certains de leurs associés les considéraient comme pro-Castro, tandis que d'autres les voyaient comme anti-Castro. Tous deux vivaient dans une ville où il y avait beaucoup d'activités anticastristes. Au cours de l'été 1963, tous deux ont été impliqués dans des bagarres pour des déclarations pro-Castro qu'ils avaient faites. Bien qu'ils aient tous deux semblé parfois pro-Castro, ils n'ont pas adhéré au Parti communiste et n'ont pas été régulièrement associés à des membres locaux du Parti communiste. Au cours de l'été 1963, leurs antécédents auraient fait d'eux de bons agents de renseignement de bas niveau, niables, à l'intérieur de Cuba. En plus d'apparaître parfois comme des partisans de Castro, ils avaient tous deux un lien avec la Russie dans leurs antécédents, ce qui signifiait que la CIA pouvait mettre tout problème sur le dos des Russes s'ils étaient pris. Ces mêmes caractéristiques feraient d'eux de bons boucs émissaires de la mafia pour l'assassinat de Kennedy. En septembre 1963, les deux hommes vivaient séparés de leurs épouses en raison de difficultés conjugales. À l'automne 1963, tous deux ont traversé la frontière à Nuevo Laredo et ont fait un mystérieux voyage à Mexico, où ils étaient sous surveillance photographique de la CIA. Tous deux essayaient de se rendre à Cuba. Ils sont tous deux allés en voiture pour l'une des étapes de leur voyage à Mexico. Ni l'un ni l'autre n'était un très bon conducteur, et aucun des deux hommes ne possédait de voiture. À l'automne 1963, chacun avait un emploi à proximité de l'itinéraire de Kennedy pour l'un de ses cortèges de novembre. Un informateur de confiance du FBI et un informateur de la police de Tampa ont placé les deux hommes à Tampa à l'automne 1963, en liaison avec le comité d'équité envers Cuba. La semaine du 22 novembre 1963, les deux hommes se trouvaient dans une ville du Texas, où l'assassinat de Kennedy était en préparation. Après les événements de Dallas, les deux hommes ont fait l'objet d'une enquête pour leur implication dans l'assassinat de Kennedy. Des documents déclassifiés indiquent que les deux hommes ont fait l'objet d'une activité inhabituelle des services de renseignement américains. Pendant les années qui ont suivi l'assassinat, les agences gouvernementales ont tenté de garder secrète une grande partie des documents concernant les deux hommes, même des comités du Congrès, comme le HSCA. Une grande partie de ces documents reste encore confidentielle aujourd'hui, car les deux hommes ont été impliqués dans des opérations secrètes américaines très sensibles en 1963.
18 parallèles de ce type dans les mois qui ont précédé le meurtre de Kennedy démontrent qu'Oswald et Lopez étaient tous deux manipulés par les mêmes personnes et pour les mêmes motifs. Aucun des deux hommes ne s'est rendu compte qu'il était manipulé par la mafia, en plus de la fonction de renseignement qu'il remplissait également. Comme une grande partie de l'enquête menée sur Lopez par la CIA et le FBI a été tenue secrète pour les enquêteurs du Congrès, on en sait beaucoup moins sur lui que sur Oswald. Pourtant, en faisant en sorte qu'Oswald se rende à Tampa peu de temps avant l'assassinat, ou du moins en laissant entendre qu'il s'y était rendu, la mafia a également réussi à établir un lien entre les deux pigeons. Cela signifiait qu'une grande partie de l'activité qui semblait incriminer l'un des hommes pouvait également être utilisée pour incriminer l'autre. La commission Warren n'a obtenu que des fragments d'informations sur Gilberto Lopez de Tampa, bien qu'elle en ait appris suffisamment pour savoir que Lopez était en mission au moment de l'assassinat de Kennedy. Toutefois, la commission Warren n'a jamais été informée de la tentative d'assassinat de Kennedy à Tampa, ni du fait que les autorités locales considéraient Lopez comme une personne d'intérêt, car l'agent des services secrets Abraham Bolden a été piégé et arrêté le jour où il devait se rendre à Washington pour informer le personnel de la commission Warren des tentatives de Tampa et de Chicago. Avec tous leurs parallèles, il y a une différence clé entre Oswald et Gilberto Lopez, basée sur toutes les preuves sur Lopez, qui ont été publiées ces dernières années. En 1963, Oswald imitait le héros de son enfance, vivant 3 vies, en tant qu'homme apparemment ordinaire se faisant passer pour un communiste, qui aidait en réalité les services de renseignements américains. Les preuves montrent qu'Oswald, comme Lopez, était en mission pour les services de renseignements américains lorsqu'ils ont entrepris leurs actions en novembre 1963 et qu'au lieu d'avoir l'intention de tuer Kennedy le 22 novembre 1963, Oswald avait prévu de se rendre à Cuba dans le cadre d'une opération des services de renseignements américains. Après la tentative d'assassinat de Tampa, Lopez s'est rendu au Texas, puis s'est effectivement rendu à Cuba peu après la mort de Kennedy, selon la surveillance exercée par la CIA. Cependant, si toutes les preuves montrent qu'Oswald était sciemment impliqué dans le renseignement américain, il n'en va pas nécessairement de même pour Gilberto Lopez. Même le rôle présumé de Lopez, en tant qu'informateur d'une agence américaine, peut avoir été involontaire. Lopez ne savait peut-être pas qu'un de ses amis ou associés communiquait ces informations à une agence américaine. De la même manière, les actions de Lopez ont pu être manipulées par un ami ou un associé qui a joué sur les espoirs de Lopez d'obtenir un passeport valide, ou pour d'autres raisons. Tout comme les perspectives d'Oswald étaient limitées par sa libération indésirable, au cas où il déciderait d'abandonner ses activités secrètes avant d'avoir accompli sa mission, Lopez avait besoin d'un passeport américain valide pour voyager librement entre les États-Unis et Cuba, où sa famille vivait toujours, à l'exception d'un frère qui se trouvait en Russie. Gilberto Lopez est venu aux États-Unis peu après la prise de pouvoir de Castro. Il a obtenu un passeport américain en juillet 1960, valable jusqu'en janvier 1963. Ainsi, au printemps 1963, et pendant l'été et l'automne, Lopez ne pouvait pas voyager librement entre les États-Unis et Cuba pour voir sa famille. Jusqu'à ce que les nombres parallèles avec Oswald commencent à se produire en 1963, il n'y a rien dans le passé de Lopez qui suggère un intérêt ou une implication dans l'espionnage, à une exception près. En juillet 1962, Lopez fait un mystérieux voyage de plusieurs semaines à Cuba, prétendant aux autorités cubaines qu'il avait le mal du pays. Il est rapidement revenu, puis a soudainement épousé une Américaine. Son mariage avec elle a été aussi troublé que celui d'Oswald avec Marina, et ils ont fini par se séparer et vivre séparément, en même temps qu'Oswald et Marina. J'ai été la première enquêtrice à s'entretenir avec la femme de Lopez, depuis que le FBI l'a interrogé en 1964, ce qui semble étrange, puisque Lopez a fait l'objet d'une enquête à la fois par la commission Church et le HSCA, dans les années 1970. Elle a déclaré que Lopez ne lui avait jamais parlé de son bref voyage à Cuba en juillet 1962, juste avant de l'épouser. Cela semble inhabituel, mais il peut y avoir une explication innocente. D'autre part, Joseph Trinto, spécialiste du renseignement américain, a écrit que la station de la CIA de Miami était, en 1963, la plus grande station de la CIA au monde, avec 600 officiers traitants. Ces officiers, pour la plupart inexpérimentés, interrogeaient le flot de réfugiés cubains, qui arrivaient chaque jour en Floride. C'est au sein de ce groupe que des proches étaient recrutés à Cuba pour espionner le régime détesté de Castro.
puisque López avait un frère en Russie, il est possible que la CIA ait tenté de recruter López, avant qu'il ne fasse son bref voyage de retour à Cuba en juillet 1962, ou à son retour aux États-Unis. López est brièvement retourné à Cuba quelques jours seulement, après qu'un rapport de la CIA indique que Johnny Rosselli avait envoyé une équipe d'assassins à Cuba, dans le cadre des complots CIA-Mafia avec Tony Varona. Le mois de juillet 1962 coïncide avec l'intensification des activités de l'opération Mongoose et le renouvellement des contacts de la CIA avec le fonctionnaire cubain de rang intermédiaire Rolando Cubela, mais il n'existe aucune preuve liant López à l'une de ces activités. Les nombreux parallèles de López avec Oswald en 1963, notamment les actions qu'il aurait incriminées si Kennedy avait été tué à Tampa, montrent que López était également manipulé par quelqu'un travaillant pour Marcelo, Traficante et Rosselli. Selon des articles de presse, Gilberto López travaillait dans le secteur de la construction à Tampa, qui entretient depuis longtemps des liens avec le crime organisé et Key West, avant de se rendre au Texas au moment de l'assassinat. Ses mouvements et ses activités suggèrent qu'il était un participant possible aux activités de Traficante. D'après toutes les preuves et témoignages recueillis, qui comprennent tous les dossiers de López qui ont été publiés, des documents concernant les tentatives pour obtenir la publication d'autres dossiers, et un entretien exclusif avec sa femme, nous, mes collègues et moi-même, ne pensons pas que López ait été sciemment impliqué dans l'assassinat de Kennedy, ou dans les activités criminelles de Traficante. Les actions inhabituelles de López, qui semblaient le lier à l'assassinat de Kennedy, étaient vraisemblablement le résultat d'une manipulation à son insu par quelqu'un travaillant pour Traficante. Un candidat probable serait le proche associé de David Ferry en Floride, Eladio Del Valle. Del Valle était un homme d'affaires et un exilé cubain, qui était impliqué dans le trafic de stupéfiants pour Santo Traficante, et était associé à Rolando Masferrer, un ex-commandant d'escadron de la mort ayant terrorisé la population cubaine tout au long des années 1957 et 1958.